Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui est assez fascinante, je trouve. Que se passe-t-il lorsque deux coéquipiers, et même deux amis, Oui. s'affrontent dans l'une des plus grandes finales du football continental? Comment est-ce qu'ils reviennent dans le même vestiaire, l'un en champion, l'autre le cœur complètement brisé? C'est une question qui en fait va bien au-delà du sport. On entend souvent parler de man management, mais là c'est presque de la diplomatie internationale, mais à l'échelle d'un vestiaire. De la diplomatie, carrément. Ah oui, l'entraîneur, il n'est plus juste un coach, il devient une sorte d'ambassadeur qui doit gérer un mini-incident géopolitique, tout ça pour que son équipe puisse gagner son match du samedi. Un mini-incident géopolitique, l'image est forte. Et c'est exactement le cas qu'on va décortiquer ensemble. Le contexte, on est le 22 janvier 2026. On est au lendemain de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Une finale intense, victoire du Sénégal sur le Maroc. Mhm. Et au cœur de cette histoire, on a deux hommes, Habib Diarra, le Sénégalais, et Chemsdine Talbi, le Marocain. Et leur particularité, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils partagent le même maillot toute l'année, celui du club anglais de Sunderland. On a donc deux trajectoires nationales qui s'affrontent vraiment au sommet, puis qui doivent refusionner à peine 48 heures plus tard Exactement. pour un objectif commun qui est, lui, beaucoup plus terre-à-terre, un match de championnat. C'est un grand écart mental qui est absolument fascinant à analyser. Et pour explorer ce grand écart, notre source, c'est un article du site sénégalais WeSport. L'article se concentre sur la conférence de presse de l'entraîneur de Sunderland, le français, Régis Lebrise, et sur sa gestion de ce retour pour le moins délicat. Notre mission, si on peut dire, c'est de lire un peu entre les lignes de ces déclarations pour comprendre toute la mécanique complexe d'un vestiaire de très haut niveau. Et on va voir que chaque mot est pesé, vraiment. En communication de crise, parce que c'en est une, même à petite échelle, rien n'est laissé au hasard. Bon, alors allons-y. La scène. Régis Lebrise, face aux journalistes. La question fuse, c'est inévitable. Comment vont Diarra, le vainqueur, et Talbi, le vaincu? Et là, l'entraîneur annonce vouloir, et je cite, « mettre les choses au clair ». Et sa réponse est une phrase, courte, percutante. Ils sont toujours amis. Voilà. C'est la première brique de son parfait médiatique. Un pare-feu, j'aime bien l'image. C'est exactement ça. Il faut bien comprendre que cette phrase, ce n'est pas une information qu'il donne. C'est une décision stratégique. Il impose une narrative, une version officielle. En disant « ils sont toujours amis », il ne décrit pas forcément la réalité émotionnelle du moment. Il dicte ce que la réalité doit être aux yeux du public, des autres joueurs, et surtout aux yeux des médias. Mais est-ce que ça peut vraiment marcher, ça? Je veux dire, il suffit d'une photo à l'entraînement où ils ne se regardent pas, et hop, toute la presse, un scandale s'enflamme. En imposant cette narrative, est-ce qu'il ne prend pas le risque que ça lui explose au visage si la réalité est plus complexe? C'est un pari, absolument. Mais c'est un pari calculé. Il sait que s'il n'y a pas de version officielle, les médias vont en créer une. Et cette version sera certainement beaucoup plus négative, beaucoup plus conflictuelle. D'accord. Donc, il choisit de prendre le contrôle du récit. Dès la première seconde. C'est un acte de leadership qui dit en substance « Ici, la juridiction du club prévaut sur la rivalité internationale. Le chapitre Cannes est clos, le chapitre Sunderland reprend. » Il crée un bouclier pour protéger son équipe. D'accord. Il construit une sorte de forteresse narrative. Mais comme vous le disiez, une façade, ça ne tient que si elle est un minimum crédible. Et c'est là que ça devient intéressant parce que Lebrise ne s'arrête pas à cette déclaration de principe. Il nous donne un petit aperçu de l'intérieur. Exactement. Et c'est ce qui donne tout le poids à sa stratégie. Pour rendre sa déclaration crédible, il est obligé de reconnaître la complexité de la situation. Il ne peut pas faire comme si tout le monde dansait la gigue dans le vestiaire. Et c'est exactement ce qu'il fait. Il décrit le retour des deux joueurs. Il dit, en guillemets, « Habib Diarra a parlé de cette finale dans le vestiaire, il était content. Chemsdine, lui, l'était moins. » Cette petite phrase, « lui, l'était moins », elle est capitale, non? Elle est fondamentale. Sans elle, « ils sont toujours amis » sonne faux. Ça sonne comme de la pure communication d'entreprise. En validant la déception Talbi, en lui donnant une légitimité publique, il humanise la situation. Il dit en fait « oui, c'est dur, oui, l'un souffre, mais leur amitié est assez solide pour supporter cette réalité. » Ça rend l'affirmation initiale non seulement crédible, mais aussi beaucoup plus forte. Il ne nie pas l'émotion, il la contextualise. On imagine la scène.
La joie explosive de l'un, juste à côté de la déception silencieuse de l'autre, dans un espace de quelques mètres carrés. C'est ça la réalité brutale du sport professionnel. Et c'est là que le coach sort de son rôle de tacticien pour devenir un véritable gestionnaire d'émotions. On parle ici de ce qu'on appelle en psychologie du sport le reframing, le recadrage. Le recadrage. Oui, il doit prendre deux énergies complètement opposées, l'euphorie de Diarra et la frustration de Talbi, et les recadrer, les réorienter vers une cible unique, le prochain match contre West Ham. Mais est-ce que c'est si simple? On parle quand même du rêve d'une vie, perdre une finale de Cannes pour son pays. Est-ce qu'un match de championnat contre West Ham peut vraiment effacer ça? Effacer, non, certainement pas. Mais canaliser, oui. Le but n'est pas d'annuler l'émotion, ce serait impossible. C'est de lui donner un nouvel exutoire. Pour Diarra, c'est simple, le Brice le dit lui-même. Maintenant, il peut nous apporter une énergie positive. Il transforme le succès international en carburant pour le club. Exactement. Pour Talbi, le travail est plus subtil. Ça se fait probablement loin des micros. Le coach doit lui donner une mission, un objectif à très court terme qui lui permette de transformer sa rage en performance. L'objectif commun du club devient la thérapie. Et alors que j'analyse cette dynamique, je tombe sur un détail au milieu de l'article presque mis entre parenthèses, qui change potentiellement toute la perspective. L'entraîneur dit « C'est une bonne expérience pour Habib, même s'il n'a pas pu participer à la finale. » Attendez, je relis la phrase. Il était suspendu pour la finale. Mais ça change absolument tout. Ah, voilà, on est au cœur du réacteur. C'est le détail qui, paradoxalement, a peut-être sauvé la cohésion de l'équipe. Pour l'entraîneur, c'est un coup de chance extraordinaire. Comment ça? Je veux dire, il a quand même la médaille d'or, il est champion d'Afrique. La jalousie ou la déception de Talbi doit être immense quoi qu'il arrive, non? Immense, oui, ça ne fait aucun doute. Mais la nature de la déception change. Pensez-y. Diarra n'a pas été l'acteur direct de la défaite de son coéquipier. Il n'y a pas eu de duel sur le terrain. C'est vrai. Pas de dribble humiliant, pas de tacle qui aurait pu laisser une cicatrice psychologique. La défaite de Talbi n'est pas personnellement infligée par son ami. C'est une défaite contre une équipe, contre une nation. Donc, la situation est moins frontale, moins personnelle. Il n'y a pas cette image du bourreau face à la victime. Précisément. La victoire de Diarra est en quelque sorte par procuration. Ça dépersonnalise complètement l'événement. Pour le coach, c'est une aubaine. Il peut célébrer le champion sans donner l'impression de manquer de respect au perdant. Il peut dire à Talbi « Tu n'as pas perdu contre Habib, tu as perdu contre le Sénégal. Maintenant, vous êtes à nouveau tous les deux des joueurs de Sunderland. » Cette suspension, elle lui offre un levier narratif incroyablement puissant pour réunir ces deux joueurs. C'est fascinant. Un simple fait de jeu, qui a eu lieu des jours avant la finale, devient la clé de toute la gestion psychologique post-finale. L'article met aussi en lumière un autre aspect de cette gestion, la soigne, la relation très soignée entre le club et le joueur. On apprend que Diarra a remercié le club pour son soutien, disant qu'il était heureux d'être soutenu par le club avant et pendant cette période. Et le club lui a renvoyé l'ascenseur, bien sûr. Le tweet de Sunderland à son retour est très, très parlant. Une photo de lui, tout sourire, avec la légende « Notre vainqueur de l'AFCON 2025 est de retour ». C'est pas anodin, ça. Pas du tout. C'est la manifestation publique d'une relation qu'on peut qualifier de symbiotique. Symbiotique. C'est-à-dire? Le club moderne, ce n'est plus un simple employeur. Il investit des millions dans ses joueurs, qui sont des actifs. Il a donc tout intérêt à soutenir leurs ambitions internationales. Un joueur qui brille en sélection, c'est un joueur qui revient avec plus de confiance, plus d'expérience et dont la valeur marchande augmente. Logique. Et en retour, le joueur se sent valorisé, il se sent soutenu et il développe une loyauté plus forte envers le club. C'est un échange gagnant-gagnant parfaitement orchestré. Et toute cette communication, que ce soit le tweet ou les mots du coach, ça semble avoir un objectif très clair. Tourner la page. Et vite. La disponibilité immédiate de Diarra pour les matchs de samedi, c'est bien la preuve de ça. Absolument. La célébration est immédiate, mais elle est aussi très concise. Le message, c'est « Bravo, nous sommes fiers. Maintenant, le chapitre international est clos. Retour au travail. » C'est la fin de la parenthèse enchantée et le retour à la routine du championnat. La machine doit continuer à tourner. Maintenant, il y a un point qui est absolument frappant et qui révèle beaucoup de choses. C'est l'angle mort de l'article. On a disséqué le cas de Diarra, on a analysé les propos du coach, mais de Shamsdine Talbi, on ne sait presque rien. Il est mentionné une seule fois pour dire qu'il était moins content.
C'est tout. C'est un fantôme dans ce récit. Et c'est là qu'on doit prendre du recul et analyser le messager, pas seulement le message. La source, Oui ou Sport, est un média sénégalais. Le récit est donc logiquement, et sans que ce soit forcément malveillant, il est construit pour son public. L'histoire qui intéresse le lecteur sénégalais, c'est celle de son héros Habib Diarra. Talbi n'est donc qu'un personnage secondaire, une sorte de faire-valoir pour mettre en relief la situation du protagoniste. Il est l'ombre qui permet de faire briller la lumière de Diarra. Si on lisait un média marocain, le récit serait probablement inversé. Ah oui, bien sûr. On lirait un article sur la noble déception de Talbi, sa résilience, sa détermination à rebondir avec son club, et Diarra, lui, serait peut-être dépeint comme l'antagoniste chanceux. C'est une leçon essentielle. Une source d'information ne donne jamais la vérité. Elle donne une version de l'histoire qui est façonnée par sa perspective. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous laisse imaginer tout le travail de l'ombre de l'entraîneur, celui qui n'est pas raconté par l'article. Que dit Régis Lebris à Shemseddine Talbi, seul, dans son bureau? C'est là que le vrai coaching commence. Loin des micros. On peut imaginer la conversation. Il ne va pas lui dire « ce n'est pas grave », ce serait insultant. Oui. Il va plutôt lui dire « écoute, ta déception est immense, elle est légitime, et tu as le droit de la ressentir. Mais écoute-moi bien. Samedi contre West Ham, j'ai besoin de toi. J'ai besoin du leader, du guerrier qui a emmené son pays en finale. Montre à tout le monde, et surtout à toi-même, que cette défaite ne t'a pas brisé, qu'elle t'a rendu plus fort. Canalise cette rage et mets-la au service de ce maillot. Il doit lui donner une nouvelle bataille à mener, immédiatement. » Alors, si on prend un peu de hauteur sur tout ça, qu'est-ce que ce court article nous apprend au final? Qu'est-ce que tout cela signifie? Plusieurs choses, je crois. Premièrement, que le rôle d'un entraîneur moderne, c'est à 80% de la psychologie et à 20% de la tactique. Sa plus grande compétence, c'est de gérer un groupe d'individus avec des égos et des émotions complexes. C'est un manager, au sens le plus noble du terme. D'accord. Le coach comme PDG d'une PME émotionnelle en quelque sorte. C'est un peu ça. Deuxièmement, ça illustre la schizophrénie du joueur moderne. Il est tiraillé entre deux loyautés. Celle contractuelle pour son club et celle viscérale pour sa nation. Et parfois, comme ici, ces deux loyautés entrent en collision frontale. Le club doit apprendre à gérer cette dualité. Un équilibre qui semble incroyablement précaire. Très. Troisièmement, ça nous rappelle la réalité humaine du sport. On voit des athlètes payer des fortunes, on les imagine comme des machines, mais ils restent des jeunes hommes avec leurs amitiés, leurs rivalités, leurs rêves et leurs traumatismes. Et tout ça doit cohabiter dans un même vestiaire. Et enfin, et c'est peut-être le point le plus important pour nous qui analysons l'information, c'est de toujours questionner la source. Toujours. Cet article, ce n'est pas la réalité. C'est un récit. Un récit raconté d'un point de vue sénégalais. Comprendre qui parle et à qui, c'est la clé pour avoir une vision plus juste du monde. Et pour aller plus loin, peut-être, ça nous laisse avec une réflexion un peu plus à cible. L'entraîneur nous vend l'image d'une amitié intacte. C'est nécessaire pour le business, pour la cohésion du groupe, on l'a compris. Mais la vraie question, c'est, le sport de très haut niveau, dans sa quête incessante et darwinienne de victoire, peut-il réellement préserver une amitié pure? Ou est-ce que, inévitablement, ce genre d'épreuve transforme deux amis en deux professionnels qui apprennent à coexister en attendant que leur chemin ou leur contrat se séparent? L'article nous donne la façade, mais il nous invite à nous interroger sur la solidité des fondations.